première question est quelle lecture faites-vous des attaques terroristes du 13 novembre à Paris? Chaque fois qu'il y a un grand attentat terroriste, la première question qu'il faut se poser, c'est qui va en profiter. D'accord. Alors, il s'agit des actes stratégiques, comme n'importe quel acte militaire. Un attentat terroriste est visé pour faire des choses dans le monde de la géostratégie. Alors, cette fois, il y avait très rapidement des fausses indications. Il y avait un passeport syrien qui en effet était fausse, c'est-à-dire c'était planté par quelqu'un pour impliquer la Syrie. Et maintenant, même les ministres français admettent qu'il s'agit de faux passeports. Alors, la première analyse serait que ce doit être un attentat sous fausse bannière pour que l'Occident court vers la Syrie pour qu'ils augmentent leurs forces en Syrie. Et il y a plusieurs autres indications que cette analyse est la meilleure. Par exemple, il y a le fait qu'il y avait plusieurs... Bon, les criminels, ils étaient très bien connus, oui. d'intelligence, oui. Comme toujours. Comme toujours. Il y avait des indications il y avait ceux qui ont su avant que ça doit se passer, par exemple, dans le Times of Israel, il y avait un article sur le fait qu'il y avait des membres de la communauté juive de Paris qui ont entendu ce matin qu'il y aurait un attentat pendant la journée. La journée, oui. Et, il doit s'agir d'un attentat sous faux drapeau ou sous fausse bannière, comme la grande plupart des grands attentats. Charlie Hebdo. Oui. Et maintenant qu'il s'agissait d'un tel attentat sous fausse bannière, il y avait les grands attentats en Occident comme Madrid et Londres avant. Oui. Il y avait bien sûr les attentats de 11 septembre et aujourd'hui il y a beaucoup de chercheurs qui ont trouvé que tous ces attentats sont une partie d'un programme qui s'appelle Gladio B. Yes, oui, Gladio, oui. Gladio, c'était le programme de terrorisme sous fausse bannière pendant la guerre froide. Et maintenant, il y a un nouveau programme qui continue ses efforts. Ça s'appelle Gladio B. Gladio B. Et il s'agit d'un programme pour terroriser les Américains et les Européens et pour faire la guerre contre l'islam en général et contre les ennemis de l'Israël en particulier. Monsieur Barrett, vous pensez que l'attentat de l'avion russe qui s'est écrasé dans le Sinaï est aussi un attentat sous fausse bannière? Oui, parce que il y avait une vidéo qui est venue tout de suite après cet attentat, soi-disant de l'État islamique. Et cette vidéo a montré que l'avion s'explosait. Alors, ceux qui ont tourné cette vidéo, ils auraient dû savoir où il fallait aller pour avoir le film, quoi, le vidéo de l'avion qui s'explose. Donc, ça aurait dû être une opération assez bien coordonnée par un service d'intelligence ou des membres des services d'intelligence. Wow. Donc, on pense que ça aurait pu être fait par les Israéliens. Ils ont une base très proche à l'endroit où l'avion s'est écrasé. Oui. Et dans cette base, ce jour-là, il y avait des exercices, grands exercices, Israël et avec les États-Unis et peut-être des autres pays aussi,
ils avaient des exercices dans l'atmosphère des avions et des exercices de guerre et d'attentats terroristes. Alors, on aurait pu faire cela pour punir Poutine. Oui. Et pour faire un signal que, bon, monsieur Poutine, si vous venez en Syrie avec tellement de force, il y aura une réaction. Et il y a toute une histoire de telles affaires. Par exemple, les Américains ont fait tomber un avion iranien vers la fin de la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et c'était un signal. Les Américains voulaient dire aux Iraniens, vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous êtes au point de gagner la guerre contre l'Irak, mais nous, les Américains, on dit non. Oui. Alors, on va tuer n'importe quel... on va détruire l'Iran si vous continuez. Alors, on commence avec cet avion. Et bon, alors, de cette façon-là, ils ont rangé les choses pour que Khomeini boive le chalice empoisonné de terminer la guerre contre l'Irak, quand les Iraniens auraient pu gagner. Alors, il y a toute une histoire comme ça où les États tuent les gens dans les avions pour faire des signaux, mais aussi pour tuer les gens. Oui. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'assassinats où les avions, on fait tomber les avions pour tuer quelqu'un dans l'avion. Purée. Oui. La grande plupart des désastres d'avions civils sont faits par des services d'intelligence occidentaux. D'ailleurs, vous accusez les États-Unis d'être l'allié du groupe terroriste Daesh dans le Moyen-Orient. Pouvez-vous nous rappeler sur quoi vous vous basez pour affirmer un truc pareil? Bon, au début de la question, c'était les États-Unis... D'être allié. Vous accusez les États-Unis d'être l'allié du groupe terroriste Daesh. Oui. Well, Daesh, c'est une partie de la guerre contre le gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie. Oui. Alors, les États-Unis ont suivi un programme de changement de régime en Syrie. Alors, l'État islamique a été créé pour servir dans ce programme. Il y a même des documents révélés par le groupe américain Judicial Watch. Vous trouvez des documents du gouvernement américain qui prévisaient la création de l'État islamique en 2011 et qui favorisaient cela. Alors, il y a la preuve que les États-Unis ont aidé à créer ce groupe terroriste islamique. Et ce groupe ne vise pas l'Israël, il vise plutôt oui. des gens civils de toutes les nations sauf l'Israël. Et ils ne font pas une vraie guerre contre les États-Unis non plus. Ils sont plutôt contre les musulmans. Ils tuent tous les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est oui. la plupart des musulmans dans le monde. Ça, c'est leur ennemi numéro un. Oui. Avec Assad. Et après cela, ils tuent n'importe quoi pour la publicité. Il paraît que tout cela, se doit diriger vers un programme de détruire l'image de l'islam dans les yeux des gens au plan mondial, changer de régime en Syrie, etc. Oui. Vous avez déclaré dernièrement que votre livre We Are Not Charlie contiendrait des informations, lesquelles accusent l'État français d'être derrière les attentats du Charlie Hebdo. Pouvez-vous nous en parler grosso modo de ce livre? Oui. Nous ne sommes pas Charlie Hebdo. C'est un livre avec des contributions de 22 auteurs, des analystes, des chercheurs de grande échelle. Il y a Paul Craig Roberts, un grand penseur américain, Cynthia McKinney, un candidat présidentiel américain, deux autres gens de ce niveau-là. Alors, dans ce livre, on pose des questions sur les attentats en janvier. Et il paraît que la plupart des contributions font l'analyse attentats sous fausse bannière. C'est pas forcément les Français qui l'ont fait, c'est plutôt
cette espèce de terrorisme gladioté est contrôlé par des éléments criminels de l'OTAN. Et bien sûr, il y a des Français qui s'impliquent dans cette affaire, mais c'est plutôt l'OTAN et les néoconservateurs, la partie de la guerre de l'OTAN qui fait ces choses. Et surtout maintenant, je pense que l'Israël et ceux qui soutiennent l'Israël, les sionistes, jouent un grand rôle dans ce programme de terreur sous fausse bannière. Et surtout à Paris, avec l'affaire Charlie Hebdo, il paraît qu'ils ont puni la France pour avoir reconnu la Palestine. Oui. Et Netanyahou, il a même prévenu la France que si la France continue à prendre le côté de la Palestine, la France pourrait être attaquée par des terroristes. Ça n'a aucun sens si Netanyahou veut dire que ce doit être les musulmans et les Palestiniens qui vont faire, parce qu'évidemment, ils doivent être heureux que la France soit de leur côté. Oui. Alors, quand Netanyahou dit qu'il y aura des attentats terroristes en France, si la France va reconnaître la Palestine, si la France va critiquer ce que l'Israël fait à Gaza, il veut dire que ça doit être des attentats des Israéliens en France. Et il paraît que c'est cela qui s'est passé. Netanyahou et ses amis veulent que la communauté juive en France aille en Israël. Ces Israéliens, ils ont terrorisé des Juifs au Maroc, en Irak et dans plusieurs parties du monde pour que ces gens s'enfuient vers l'Israël. Il paraît qu'ils continuent avec ce programme en France, avec les attentats Charlie Hebdo, qui ont visé cette magazine, mais aussi un petit magasin juif. Alors, il y a la partie de guerre de l'OTAN qui travaille avec les Israéliens pour créer la terreur sous fausse bannière. Oui. Et ces deux parties ont fait ces attentats à Paris. Ils voulaient aussi punir Hollande pour avoir essayé de faire la paix avec Poutine. Oui. C'était un autre élément de ces attentats. Et ces attentats, ils ont un peu créé un esprit de guerre, un esprit de peur en France qui a changé un peu l'atmosphère, qui a changé la politique de la France et aussi de l'Europe. Justement, cette Europe, pourquoi elle suit systématiquement la politique belliciste de Washington? Qu'est-ce qui les pousse ou l'oblige à suivre Washington les yeux fermés? Les leaders européens sont contrôlés par des éléments de l'OTAN, c'est-à-dire de Washington, par plusieurs façons. Numéro un, il y a le côté de l'espionnage et le chantage. L'Agence de sécurité nationale américaine, NSA, ils peuvent écouter tout ce que les leaders européens disent. Par exemple, on a su que Merkel est écoutée par les Américains. Oui. Alors, si Merkel n'a jamais dit quelque chose de gênant, les Américains, ils ont enregistré cela, alors ils peuvent faire le chantage sur elle et sur les autres leaders européens. Ouais. Ils sont aussi... L'Europe est encore occupée. Il y a des grandes bases américaines en Allemagne, en Angleterre, etc. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils ont occupé l'Europe d'Occident, ils ont continué. Cette occupation continue aujourd'hui. Pour cela, l'Europe n'est pas vraiment libre ni indépendante. Et chaque fois qu'il y a un leader européen qui veut être un peu indépendant, les Américains essaient de tuer cette personne. Par exemple, Charles de Gaulle, il y avait une centaine d'attentats, des complots pour essayer de tuer de Gaulle, CIA. Et les Américains, heureusement pour de Gaulle, ça n'a pas réussi. C'est pas après de Gaulle, c'est Castro. Oui. C'est Castro qui était ciblé le plus par la CIA. On a essayé plus que 600 fois de tuer Castro, mais de Gaulle quand même 100 fois, ça fait pas mal. Alors, oui. Il s'agit d'un empire, et l'empire américain
comme n'importe quel empire, utilise à la fois la force et l'argent pour avoir sa règle, quoi, de hégémonie sur Oui, oui. son empire. Pourquoi l'Europe s'est-elle opposée à l'intervention militaire russe en Syrie? Je pense que ce qui se passe sur le plan géostratégique, c'est que l'empire de l'OTAN, surtout ceux qui sont très agressifs, veulent faire le changement de régime en Syrie pour que les Russes perdent leur base là-bas. Oui. Aussi pour que les Iraniens perdent leur influence là-bas. Et enfin pour que le gaz le gaz de Qatar et de l'Iran soit contrôlé par l'Empire. L'Empire. Que le gouvernement de Assad a refusé de faire un accord avec les Américains, les Européens et le Qatar. Et Assad, il a choisi de faire un accord avec les Iraniens et les Russes. Oui. Pour cela, les Occidentaux ont dit qu'il faut changer le régime en Syrie. C'est pour cela qu'il y a tous ces problèmes en Syrie. Ils ont créé une guerre, un programme de déstabilisation contre Assad. Oui, de destruction plutôt. Oui, détruisent le pays pour punir Assad et pour essayer de changer de régime. Mais maintenant, les Russes, ils sont venus en Syrie, ils ont dit non, il ne faut pas faire ce programme de changement de régime. Ça a marché en Irak, ça a marché en Libye, mais ça ne va pas marcher en Syrie. Inch'Allah. Inch'Allah. Pourquoi maintenant, M. Barrett, ils ont changé d'avis et maintenant ils veulent collaborer avec Moscou après les attentats de Paris? Je pense que c'est comme M. Paul Craig Roberts a écrit récemment que la stratégie a changé. C'est-à-dire qu'avant, ils voulaient continuer à détruire la Syrie, mais maintenant que les Russes sont venus d'une façon très forte en Syrie, l'Empire a changé sa stratégie. Maintenant, ils veulent prétendre de faire la coopération avec la Russie. C'est une excuse pour qu'ils interviennent avec plus de force, plus d'argent, etc. D'accord. Mais une fois qu'ils sont là, ils vont poursuivre leurs propres objectifs. Ils ne vont pas vraiment aider la Russie et bien sûr Assad. Nous avons entendu plutôt les médias russes ont déclaré que Poutine risque d'intervenir en Arabie Saoudite et au Qatar pour éliminer les terroristes qui se cachent là-bas. Est-ce que vous croyez que c'est une information vraie que Poutine peut intervenir dans ces deux pays? Je ne sais pas, je pense pas. L'Arabie Saoudite est sous protection américaine depuis très longtemps. Il s'agissait de l'accord entre Roosevelt et la famille dirigeante. Al Saoud. Oui, Al Saoud, en 1945. Oui. Puis il y avait aussi un point de repère sous le président Carter qui a créé la doctrine Carter. Les États-Unis vont répondre jusqu'au plus haut niveau de la force pour défendre des intérêts. Oui, c'est vrai. De l'Arabie Saoudite. Alors les Russes, je pense pas qu'ils vont vraiment attaquer l'Arabie Saoudite. Je pense que Qatar aussi, ça doit être sous la protection américaine. Bien sûr, il y a une grande base militaire à Qatar. On pourrait même dire que Qatar, ça n'existe pas vraiment comme pays, c'est plutôt une grande base militaire. Oui, c'est vrai. Une base de propagande aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit probable que la Russie attaque des pays comme ça qui sont sous la parapluie américaine, mais peut-être ils menacent un peu pour que le monde sache que ces pays-là ont créé, ont soutenu
Californie. Les médias disent que Poutine pourrait intervenir au Conseil de l'ONU pour légitime défense après le crash de l'avion russe au Sinaï. Oui, et c'est toujours possible que, au moins, Poutine, normalement, il fait des choses d'une façon très patiente. Oui. La règle du jeu, il va à travers les Nations Unies, etc. Alors, c'est possible qu'il pourrait aller aux Nations Unies pour faire cette demande. Mais quand même, c'est pas probable qu'on va voter dans les Nations Unies pour autoriser la Russie C'est vrai, oui. à attaquer l'Arabie Saoudite et Qatar. Donc, ça doit être plutôt pour révéler au monde ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit vraiment un projet militaire. C'est toujours possible quand même qu'il pourrait jeter quelques bombes. Oui. Ce serait très dangereux. Ça serait bien quand même. Monsieur Barrett, ne serait-ce pas plus judicieux pour l'Europe, tous les pays occidentaux, de s'allier à la Russie que d'être l'allié, je dirais, d'un monstre impérialisme comme les États-Unis et l'OTAN? Oui, l'Europe doit se libérer de l'occupation de l'OTAN, bien sûr. Ce n'est pas dans leurs intérêts de rester colonisés par l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire les grands banquiers à Londres, New York, etc. Oui. Parce que la Russie et la Chine sont plutôt les pays de croissance économique, ils sont aussi les pays de la défense. Ils se défendent, mais ils ne sont pas des agresseurs. Oui. Alors, pour l'Europe qui veut vraiment la paix et la prospérité, exactement, ça va marcher mieux de s'allier avec la Chine et la Russie. Mais quand même, il y a le problème que cet empire est la plus grande force militaire dans la planète. Ils ont aussi ce système d'espionnage qui est assez fort. Alors, ce n'est pas évident comment l'Europe va sortir de l'empire. Ma dernière question, Monsieur Barrett, concernant les médias dominants qui travestissent la vérité, comment est-ce que les populations peuvent différencier entre un journalisme objectif et un journalisme de propagande? Well, il faut savoir que tous les grands médias occidentaux sont que la propagande. Il y a toujours des faits dans la propagande. C'est-à-dire, n'importe qui va normalement raconter quelques faits réels, quelques vérités, mais il faut savoir que ce qu'on regarde à la télé, on lit dans les journaux, dans les grands médias, c'est plutôt de la propagande que des nouvelles. Alors, pour avoir un point de vue équilibré, il faut regarder aussi les médias alternatifs comme RT, comme Press TV et Al-Alam. Oui. C'est-à-dire, il faut regarder l'autre côté. Algérie patriotique aussi. Il paraît que Algérie patriotique, c'est parmi les médias qui posent des questions. Oui. C'est très bien. Il faut aussi mentionner Veterans Today, ici aux États-Unis. Oui, oui. C'est intéressant. Et moi, mon propre programme s'appelle Truth Jihad Radio. True Jihad, oui. Oui. Radio pour le Jihad pour la vérité. Oui, et le site des vétérans aussi, il est excellent. Oui, ce sont des gens des services d'intelligence et militaires américains qui se réveillent, qui regardent qu'on a trahi les principes fondateurs américains. Et ces gens-là, ils veulent mettre fin à l'Empire pour revenir à la République américaine. Votre sentiment, Dr Barrett, vous croyez que toutes ces guerres, toutes ces manigances vont s'arrêter un jour, ou allons-nous vers un chaos plus grand
Ça dépend un peu. C'est un grand jeu d'échecs. Il y a des gens, des dirigeants de l'Empire qui sont plus raisonnables que d'autres. Le côté néoconservateur est très dangereux aujourd'hui. Oui. Ce sont les mêmes sortes de gens que, par exemple, en 62, il y avait, je pense que tous les grands dirigeants militaires américains voulaient faire une guerre nucléaire contre la Russie. Ils ont poussé le président Kennedy pour faire cela. Kennedy a refusé. Ils voulaient faire la guerre en 62, même s'ils allaient perdre 30 millions d'Américains, Oui. parce qu'ils pouvaient encore gagner. Cette époque-là, les Américains avaient la force militaire beaucoup plus forte que la Russie. Alors ils ont dit, bon, oui, on va perdre 30 millions d'Américains, mais on va gagner. Et c'est meilleur de faire la guerre maintenant qu'on est fort. Si on attend, on va perdre l'occasion. Mais heureusement, Kennedy et les autres gens ne sont pas complètement fous. ont gagné dans cette dispute. Maintenant, il y a un peu la même situation, quoi. Il y a les néoconservateurs qui veulent faire la guerre maintenant d'une façon extrême parce qu'ils voient que le monde, c'est pas les États-Unis qui va dominer le monde dans le futur. L'économie globale change, le pays en croissance, c'est pas nous, c'est pas l'Occident, c'est plutôt des briques. Oui. Alors, bon, il y a deux côtés. Un côté, les gens raisonnables qui disent oui, il faut seulement sortir de notre empire d'une façon paisible et petit à petit. Et les autres qui disent non, c'est meilleur de faire la guerre pour contrôler le monde complètement. Pourquoi ce sentiment de va-t-en en guerre, cette envie de tout le temps faire la guerre, ça vient d'où? Bon, d'un côté, il y a des gens qui en profitent, ils gagnent beaucoup d'argent à travers la guerre. Mais je pense que c'est plutôt ce sont des gens un peu psychopathes, ils cherchent le pouvoir. Perdre le pouvoir pour eux, c'est le cauchemar. Alors, ces gens-là, pour eux, avec la guerre, bon, les banquiers, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils vont contrôler le monde à travers de plus en plus de guerres. D'origine israélienne. Oui, mais c'est un peu, on voit si on lit l'histoire, il y a toujours il y a ceux qui cherchent le pouvoir. Oui. Dans n'importe quelle façon. Il y avait toujours des guerres. Mais maintenant, je pense qu'avec les médias plus libres, avec l'Internet, etc., les gens commencent à se réveiller et peut-être maintenant, nous avons tellement des armements horribles, avec des guerres oui. plus horribles. On est juste au seuil d'un nouveau monde sans guerre, je pense. Et Inch'Allah, ça va se